Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Hello, bonjour. On se retrouve aujourd'hui au sein du salon Street Food 2025 pour le podcast à table. Salut Julien, ça va ou quoi? Ça va et toi? C'est la première fois qu'on fait notre podcast en extérieur. Franchement, ça fait plaisir. On a des petites galères techniques, mais c'est les années du direct, comme Frère, on est dans le salon. On est dans le salon, on a des invités de marque. Et on reçoit qui pour la première épisode? Mister Sagil au Mike. Hello Sagil, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va, tu vas bien? Très bien, et vous? La marque Nash, je vois que ça dans mon feed Instagram. Ah, je la vois partout. Le bleu là, j'en peux plus. Je le vois partout et tout ça. Mais t'as vu la DA de fou? Ouais, mais à chaque fois que je tombe sur une vidéo, je suis mort de rire et franchement, ça fait plaisir. Allez, Nash, aujourd'hui, c'est représenté par Sagil, fondateur de cette belle marque d'ancienne dans la street food, aujourd'hui qui va nous parler de son parcours au sein du podcast à table. Sagil, comment ça va? Super. Tu connais un petit peu comment ça se passe sur le podcast à table ou tu veux qu'on t'explique un petit peu à quelle sauce tu vas être cuisiné? Je veux bien que vous m'expliquiez. Allez, Julien. Maintenant, vous la connaissez. À table, c'est un menu qu'on partage avec nos invités, qui se déroule en 4 temps, entrée, plat, dessert et l'addition. L'entrée, tu vas nous présenter un peu ton parcours. Le plat, c'est on va mettre les pieds dans le plat de résistance, ton actualité, qu'est-ce qui se passe au sein de Nash aujourd'hui. Le dessert, c'est les perspectives d'évolution pour ta marque ou même pour toi personnellement si tu as d'autres projets à côté. Et enfin, l'addition, qui se paye chez nous en conseil pour nos auditeurs. Allez, top. Avant de débuter par l'entrée, connaître un peu mieux ton parcours, d'où cette envie d'entreprendre dans la restauration était lancée. Aujourd'hui, Sagil, on est au sein du salon de la street food. Tu représentes la marque Nash. Nash, c'est quoi? Là, c'est une enseigne de poulet frit. Donc nous, on est spécialisé dans le poulet frit. On est très connu pour les box. On a été les premiers. La fameuse box à 10 €. Ouais, la fameuse qui a affamé les réseaux. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est 10 points de vente, 10 en cours d'ouverture. On monte à 20 points de vente très prochainement. Et voilà, on continue le développement. Ouais, tranquille, le mec, t'as vu, 10 là, il est signé, mais alors, on double cette année, ouais, mais c'est tout, on double, mais comme si de rien n'était. Il y a rien. Frère, on connaît la restauration. Ouais, c'est dur, hein. Déjà, c'est dur. 2, c'est dur. 3, tu te on tires te les pose cheveux. une question avant de débuter. Ouais. T'as déjà dormi dans ton resto? Non. Jamais. C'est pas un vrai. Moi, j'ai déjà dormi dans mon resto. Mais tout le monde a dormi dans son resto chez les restaurateurs. Mais du coup, comment t'es tombé dans le poulet frit? Comment vous est venue cette idée de Nash? C'est quoi un peu le cheminement? Ouais, moi je suis d'origine pakistanaise, donc j'ai beaucoup été à Londres parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. Ok. Et à Londres, en fait, le poulet frit, c'est une institution, c'est un peu l'équivalent, même pas du kebab, je dirais des boulangeries en fait en France parce que t'en as à tous les coins de rue. Donc moi j'ai grandi avec cette culture du poulet frit et là-bas c'était un produit très accessible, très présent et je me suis toujours demandé pourquoi en France ce produit n'était pas développé. Donc on avait KFC qui était présent, il y avait à ce moment-là les pizzerias, les kebabs. On est en quelle année là, Sagil? Je sais pas te dire, mais ouais, il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans, donc... Ah, ça fait Mais 15 ans. frère, t'as quel âge, toi? Ouais. C'est 32 ans. 32 ans, ça veut dire que t'as commencé à 17 ans? Ouais, assez rapidement. J'ai mon père qui est restaurateur. Ok. Donc voilà, j'étais dans ses pattes très tôt, hein, dans la culture asiatique, là, c'est un peu comme ça. On entraîne un peu avec les parents tout le temps. La pro, les fournisseurs, la restauration. Ouais, Et l'envers du décor, quoi, en fait. C'est ça, j'ai eu cette chance de commencer très Le tôt. gars, il a pas dormi dans le resto, mais il a habité dedans. Faut dire la vérité, non? Vas-y, ça passe. Ça passe. Vas-y, continue, Nash. Et du coup, donc le Londres, en fait, c'était un marché hyper innovant, très dynamique comparé au marché français à ce moment-là. Parce que, aujourd'hui, le marché français a complètement changé. Mais si on reprend les choses il y a 15 ans, on était sur un marché du halal, en tout cas, qui était très statique. Donc, et moi, je comprenais pas pourquoi. Je me demandais pourquoi est-ce qu'en France, on avait si peu d'innovation. Et c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, on a cette appétence à l'innovation. On a un marché qui est bien plus preneur de risques. On le voit aussi aux États-Unis, c'est culturel en fait. Les gens sont prêts à manger des nouvelles choses, sont prêts à prendre plus de risques. Et voilà, c'est à ce moment-là, je me demandais un petit peu pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas autant de nouveautés, d'innovation. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à importer des produits d'Angleterre. Et puis, le fil en aiguille, vous êtes connu pour 2 enseignes, Bullez, qui est fournisseur de matières premières dans le monde du wings, de tout, je dirais, de peri-peri, de toutes ces sauces-là un peu particulières que vous avez ramenées, et une marque
à la base qui s'appelle Nashitos, qui aujourd'hui s'appelle Nash. Vous décidez de lancer, mais donc toi, tu grandis, tu fais un petit peu tes voyages londoniens, tu vas voir un petit peu de l'autre côté de la Manche comment ça se passe, et vous décidez de le mettre à la sauce française. À partir de quand vous lancez votre premier resto en famille? C'était il y a 15 ans, ouais. C'était déjà il y a 15 ans le premier restaurant en famille. Ouais. Et donc le poulet frit, comme je t'expliquais, l'idée vient un peu de là-bas, quoi. On se dit, ça fonctionne bien. Mais donc, est-ce que c'est les fameux poulets frits qu'on connaît, 25 000 pièces à 10 €, sans aucun brand, mais le goût quand même il y est, un petit peu une friteuse façon, je dirais, à pression. Ou est-ce que vous changez avec une DA comme on voit aujourd'hui? C'était comment? Non, au début c'était vraiment classique, c'est okay. c'est ce que tu décris, donc ouais. on était vraiment sur le Daron, classique. il avait pris la main sur le projet, voilà. Ça bouge pas frère, ça marche comme ça, on fait comme ça. Exactement. Menu 1, menu 2, menu 3. Exactement. Et toi, t'es pas un peu à l'étroit dans tout ça? Si, exactement. Moi je me sens hyper mal dans tout ça parce que forcément il y a une différence de vision. Et je me dis non, faut innover, faut apporter de la nouveauté. J'ai eu aussi la chance de faire une école de commerce. Et donc, en même temps que mes études, j'étudiais des choses à l'école et je voyais des use cases, comme on appelle ça, en réel. Je me disais, faut faire bouger ces choses-là. Moi, j'ai une appétence très produit. J'aime le produit, j'aime innover. Je suis très... On prend le marché en plus. Ouais, ça me permet de comprendre, mais je suis très en contact avec les industriels. Et donc, ouais, créer le produit, créer un produit qui se différencie, c'est vraiment ça que j'aime. Et c'est là où tout a commencé à changer, c'est quand on a commencé à créer des nouveaux produits. Donc au tout début, ça a commencé par les panures, les marinades, puis les sauces pour lesquelles on est connu aujourd'hui. Et moi j'ai une question. Moi j'ai grave des questions, mais vas-y je te laisse. Du coup moi c'est peut-être un peu personnel, mais vu que c'est entre guillemets c'est ton père qui t'a enseigné le métier, à quel moment t'as fait la bascule mentale ou même dans les faits de dire ok papa maintenant moi j'ai fait une école de commerce, je sais comment marche le game en 2025. À quel moment il arrive à te passer les rênes, à te faire confiance? Comment ça se passe? Attends, je te la fais. Il rentre, c'est lui, ting, ting. Papa, en fait, t'as vu, il faut tout changer. Imagine-toi, daron, pakistanais, comme nous. Est-ce que, tu vas pouvoir, en fait, changer quelque chose? Non, mais c'est dur à... C'est une vraie question parce que, c'est vrai que tu vois, il y a l'expérience, des parents. Des anciens, ouais. Des anciens qui, et, je pense, c'est impossible de la valoriser, que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est quelque chose qui a nourri ta famille, qui t'a payé peut-être ton école de commerce. Exactement. Et de l'autre côté, toi, t'as cette envie, et c'est aussi lié à ton âge, c'est lié au fait que t'es jeune et t'as envie de montrer qu'on peut faire autrement. T'as cette détermination de dire non mais on peut aller encore plus loin. Donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Tu vois, au début c'était des essais, et puis la difficulté c'est qu'au début tu vas toujours échouer. Donc ok c'est bien, t'as des nouvelles idées. Mais quand tu commences, t'auras sûrement des mauvaises idées, et j'en ai eu beaucoup. Donc il y a aussi cette notion de confiance où mon père, il devait, tu vois, souvent prendre sur lui parce que moi j'étais là en train d'essayer des choses et je ratais la moitié de ce que j'essayais. J'imagine trop. Bon, je crois que j'ai une idée, etc. Le chiffre, il est pas là. Oui, mais attends, j'ai une autre idée, etc. Le chiffre, il est pas là. Attends, troisième dernière. C'est bon, le chiffre, il est là. C'est ça, franchement c'était ça. Et en fait ça se fait avec le temps, donc au début t'échoues et au fil des années on te fait confiance quand ça commence à donner des résultats quoi. Et c'est une fierté pour toi aujourd'hui de pouvoir dire papa regarde ce que j'ai fait avec ce que t'as construit, on est en train de tout baiser sur les réseaux sociaux, on a 10 points. On peut pas dire ça comme ça. Ouais, on dit pas ça comme ça, mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il va se faire battre ça directement. Parce qu'il y a des mots, ils n'existent pas dans son vocabulaire. T'as compris? Ces jeux-là, ils ont été enlevés. Alors papa, t'as vu, on est tout explosé. Non mais quand je vois que mon père est fier de ce qu'on fait, ouais, c'est ça la plus grande fierté, tu vois. À la base, on fait aussi les choses pour ça, pour les rendre fiers. Et quand je vois que ça lui fait plaisir, qu'il voit que ça se développe, que la vérité, c'est qu'on n'y aurait même pas pensé, tu vois. Au début, nous, on est restaurateurs, on se dit juste qu'il faut développer autant qu'on peut. Tu dis ça, mais t'as quand même l'intuition avec ta formation scolaire de dire, tiens, la chaîne de valeur, il y a un sujet, c'est la supply, fournir ces produits-là pour avoir du qualitatif, il faut avoir aussi des produits qu'on travaille à façon, avec des sauces que l'on arrive, nous, à faire la diff, parce que t'as l'intuition, et je pense que tu vas nous le dire, tout le monde fait ça. Donc on se différencie par le goût, la panure, la texture, la sauce. Et je crois que vous êtes connus beaucoup dans le marché aussi, avec Bullez aussi, parce qu'il y a Nash, mais surtout le gros savoir-faire à l'arrière, pour apporter cette saveur et ces sauces un peu particulières qui se marient bien à ce marché. Ouais. En fait, l'intuition, je l'ai parce que
à un moment, et ça nous est arrivé dans l'histoire familiale, on était dans un autre marché qui n'avait rien à voir, et on a eu une concurrence qui a été très importante, qui a littéralement tué le commerce, tu vois. On est passé de 5 000 euros peut-être de chiffre d'affaires journalier à 50 euros. Et je me rappelle, je comptais la caisse, il y avait 50 euros dans la caisse à un moment. Ça se dit, je crois que je fais un burn-out, frère. C'était dans la cosmétique. Ok. Ouais. Je crois que je fais un burn-out. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'a permis de réaliser à quel point la différenciation était importante. Tu vois, quand tu comptes 50 euros dans ta caisse, t'as fait toute une journée. Tu comptes pas longtemps déjà. Ça te choque. En fait, c'est choquant, vraiment. C'est choquant, réellement choquant. Ce truc à ouf comme ça fait un billet de 50. Et c'est tout. C'est vrai. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit plus jamais, je ferai un business où je ne vais pas me différencier. Okay. En fait, la différenciation, c'est vraiment la base de tout commerce. Et donc, dans la restauration, c'est pareil. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très concurrentiel, qui commence à être saturé. Si chaque acteur ne cherche pas à se différencier, il prend un risque pour son commerce. Donc, et tu l'as très bien dit, on est au cœur, même immergé au sein du salon de la street food. On voit aussi que c'est cette nouvelle tendance de la franchise. C'est comme une autoroute. Il y a plusieurs voies. Il y a le poulet, il y a le burger, il y a bientôt le crousty. Ces autoroutes sont parfois saturées. Et des fois, pour prendre la bande d'arrêt d'urgence, il faut faire la différence. Chez Nash, vous faites comment pour faire la différence? Comme je t'expliquais, la première partie, c'est vraiment le produit. Donc, on va chercher à créer des produits qui sont différenciants. Donc, dans notre cas de figure, ça va être des sauces. Qu'on a fait un travail important, tu le disais, à travers Bullez. On est créateur de sauces. On arrive à créer des nouvelles saveurs. Donc, ça va pas être des sauces que tu as déjà goûtées. Et ça, c'est un aspect qui est très important pour nous. Parce que ce que je dis souvent, c'est que dans le poulet frit, 50% de ton expérience, elle est liée à la saveur du poulet. Et les 50 autres % sont liés à la saveur de la sauce. Donc, quand tu fais un travail qui est important sur la sauce, tu vas gagner des points. Donc ça a été un travail de très long terme, tu vois. Créer des sauces qui sont intéressantes et qui vont plaire aux clients. Parce que créer une sauce, c'est facile, mais créer une bonne sauce, c'est tout un autre game. Donc il y a cet aspect-là. En fait, c'est surtout, tu prends le pain, on est allé sourcer un pain différent qu'on n'avait pas encore vu. Je sais pas si tu vois le calcet avec un trait au milieu. Ouais. Tu prends les frites, on est sur de la frite 6-6, mais avec pot. Donc pour nous, c'est sur tous les aspects. Le packaging, on arrive avec un nouveau format. Donc ça a été aussi un travail produit qui a été fait. Voilà. La manière de communiquer aussi. Ouais. On est dans le plat là. On est rentré dans le plat là direct. On a mis les pieds dans le plat, exactement. Ouais, donc c'est quoi les secrets de Bullez, de Nash? C'est quoi en fait les éléments de différenciation? 10 points de vente, tu nous as dit? Ouais. Les 10 qui arrivent en franchise? Ouais. Du coup là, les 10 que tu as actuellement, c'est tout en propre ou il y a de la franchise? Non, il y a majoritairement de la franchise. Ok. Ouais. En fait, t'as changé de métier. Tu es devenu franchiseur. Ouais, forcément, avec le temps, ouais. Alors, ça fait quoi? Écoute, moi, c'est quelque chose que j'aime, tu vois, que ce soit... On dort mieux la nuit? C'est ce que je posais la question à Chicken Street. Ouais. Est-ce qu'on dort mieux la nuit? Franchement, il n'y a pas de métier meilleur que d'autres. Ok. C'est souvent la question qu'on se pose un peu tous, quoi. Ouais, Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je devrais faire? Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Pour moi, il n'y a pas de métier meilleur que d'autres. Tu peux être un très bon restaurateur et te sentir très bien dans ce métier-là, comme tu peux être un mauvais franchiseur et te sentir très mal. Et toi, Sagil? Moi, je me sens très bien dans le métier de franchiseur parce que c'est un peu relié à ma passion, à mes compétences. J'aime beaucoup le marketing, j'ai une appétence produit qui est très forte. Ça me permet d'exécuter un peu tout ce que j'aime. L'opérationnel, c'est bien, mais c'est pas là où je suis le plus fort. Je suis très bien entouré à ce niveau-là. Mais moi, mon appétence, c'est marketing et produit. Restaurateur, il va se soucier en fait finalement que ses clients reviennent, le goût, la texture, la sauce. Le franchiseur, lui, il doit faire gagner de l'argent des entrepreneurs. Mais donc, souci de la même chose que je te coupe. Bien sûr. Mais on a vraiment le même souci, c'est comment je fais revenir les clients de mon restaurateur le plus régulièrement possible. Et toi, tu le fais comment? Le marketing, c'est fondamental. Allez, on y va sur la partie marketing. Vous avez eu sûrement dans les réseaux ces derniers temps, dans vos feeds d'Instagram, tout comme moi, un duel entre deux marques, deux enseignes, une DA en termes de communication. Des enseignes qui se font voler. Ouais, un truc de fou. Je vois quoi? Je vois une pub de Nash. Regarde, bon, historiquement, je connaissais le code couleur parce qu'ils me l'ont mis dans la tête, le fameux bleu et blanc. Finalement, la DA, elle a bien le switch avec Nashito. Et là aujourd'hui, c'est une vraie marque à part entière avec finalement une cible de cœur. Mon fils, moi, il me parle que de ça parce que c'est lui le thermomètre de la food. Hein. À Lille, il y a BK Lintel, il y a là, c'est la box de Nash, etc. C'est lui le thermomètre. Quand il dit, c'est ça. Et là, il me dit ça. Et je vois un peu la DA. Et je vois la DA, en fait, avec un truc assez marrant. Finalement, deux marques
qui s'autorise à faire un petit peu un duel et on le voit un petit peu au travers de petites séries de vidéos où l'enseigne. Ça, je vais nous expliquer comment cette idée que c'est quoi, comment elle est née, parce que c'est vrai que nous en tant que spectateurs, c'est quelque chose qu'on apprécie voir et c'est rare déjà de voir deux marques foot qui collaborent aussi bien. Ouais, parce que des fois l'innovation elle peut être produit, mais elle peut être com et marketing et là pour nous c'est une approche nouvelle. Bah comment ça s'est fait, c'était assez naturel. Donc moi j'ai cette chance d'avoir mon petit frère donc qui s'appelle Nashit. Bon la petite histoire donc parce qu'on l'a pas raconté, mais pourquoi l'enseigne s'appelle Nash, c'est parce que ça porte le surnom de mon petit frère. Donc aujourd'hui son vrai surnom c'est Nash et la marque s'appelle Nash. Et donc lui il est créateur de contenu à temps plein, il a fait une école de ciné, il est passionné d'audiovisuel. Et donc ça c'est une très très grosse force qu'on a en fait en interne quoi. C'est une personne qui est focalisée que sur la partie marketing. Donc créateur de contenu à temps plein, égérie de la marque Nash. Et en fait ça s'est fait assez naturellement parce que c'est vrai que ce nouveau format où c'est vraiment la marque est personnifiée et nous c'est réellement le cas. Enfin ça va jusqu'au bout des choses parce que la marque porte le même nom que la personne. Ça, je pense que ça a été un peu nouveau. On voyait de plus en plus de restaurateurs présenter leurs plats par eux-mêmes, mais c'est vrai que avoir un restaurateur qui est aussi créateur de contenu, c'est pas commun. C'est pas commun. On en a avec Jam qu'on a reçu aussi sur la marque Black and White Ibra. Aujourd'hui, on le voit effectivement avec Nash. Je ne savais pas que c'était son nom, son surnom. Et bravo en fait, en tout cas pour l'ADA de mettre deux marques qui vont un petit peu se faire un petit peu la guéguerre parce qu'on l'entend souvent dans le réseau. Du coup, c'est une réflexion commune entre les deux marques ou c'est plus vous qui prenez le lead sur le... Moi, c'est Nashit qui les contacte déjà pour établir un premier contact parce que on se connaît un peu tous de loin au final. Donc l'idée c'était juste de discuter. Après ils se voient et l'idée elle part de là de manière commune. Et donc tu connais le dernier épisode? Ça y est, il est sorti le dernier épisode. Ouais. Et déjà le premier épisode, c'est l'autre il a volé l'enseigne. Après il est parti dans la boutique de Nash, il était pas content. Donc il va falloir aussi maintenant choisir. Ensuite après, les deux se sont fait la guerre. Après, ils ont dit stop. Là, t'as vu, frère, il est en fauteuil roulant. On peut plus, là, tu vois. Même si hier, il est venu faire du MMA avec lui. Et après, ils ont dit maintenant, voilà notre prochaine victime. C'est qui? La Casse d'Allery. Zach. Elle est incroyable. 3 marques engagées finalement dans une DA artistique. Là, les gars, nous, on se demande, mais ça va continuer ce film? Non, parce que moi, je trouve que l'innovation, elle est où? C'est souvent, il y a des marques qui vont dire... Par exemple, Savane et Mousson va sortir en produit avec Nash. On va utiliser le cousin de Nash c'est une collab. Mais en général, ça s'arrête là. En fait, on va créer un produit ensemble, on va le mettre chacun à sa carte. Et ça s'arrête là. Alors que là, ce que j'aime bien dans ce qu'ils ont fait, c'est que vraiment, ça prolonge le truc. Et ça fait un échange de communauté, ça fait connaître la communauté de l'autre à l'autre marque, etc. Surtout que dans un monde où, on va pas se mentir, c'est la guerre entre les enseignes, avec une culture toujours de je suis mieux que l'autre, avec une défiance. Là, on a des ponts avec deux belles marques en fait très jeunes qui passent un petit peu les interdits de com. Hein. Tu vois, qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi tu leur donnes la force? Ça peut être des concurrents. Et là, on fait abstraction de tout ça. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était KFC et BK qui avaient fait une campagne assez récente. Contre McDo. Non, pas réellement. Best Friend Forever, elle s'appelait la campagne, et sortait un produit commun. Et moi, ça m'avait impressionné parce que tous les deux avaient posé des budgets marketing importants, mais qui faisaient de la pub pour l'autre. Tu vois, donc quand tu investis un budget marketing pour de faire de la com pour toi et pour ton concurrent, c'est intéressant. Et en fait, quand tu regardes au final le résultat, déjà les gens ont vraiment apprécié le côté divertissant. Ouais, donne-nous le feedback côté en scène. C'est quoi les KPI que vous avez, les retours? Déjà, il y a eu un réel capital sympathie. Les gens ont réellement déjà ils ont pris ça à la rigolade. Hein, forcément, bon, il y a des gens qui soit tombaient dans le piège, soit faisaient semblant de tomber dans le piège en disant non mais vous faites pas la guerre, etc. Bon, rien que de lire ce genre de commentaires, c'était drôle. Mais après, sinon, la majorité des personnes ont pris ça comme du divertissement, en fait. Et se disaient, c'est assez rare d'être diverti autant par des enseignes. Les enseignes, elles sont là pour vendre des produits. Elles essayent de divertir d'une manière ou d'une autre, mais à la fin, c'est pas si drôle que ça, quoi. Et là, le fait d'avoir des mises en scène et vraiment un côté divertissant qui est poussé,
c'était nouveau, je pense, sur notre marché. Donc ça a plu, franchement, les clients ont beaucoup aimé, ils demandent la suite, ils demandent à ce que ça continue. Oh non, t'as savoir, il est mort, pourquoi il est mort, on voulait pas qu'il parte. Ça a créé 2 clans. Moi, je suis pour Nash, moi, je suis plutôt pour Testy Krusty. Et en fait, c'est super drôle. Mais là, en fait, on ouvre un nouveau champ avec la Castellerie qui est annoncée, avec Zach. On se dit, mais attends, ça va être les Avengers, cette histoire ou quoi? Imagine-toi, en fait, t'as vu, ça peut être en fait des marques qui se rassemblent chacune avec leur force. Moi, c'est le poulet, l'autre c'est le riz, l'autre c'est Intel, etc. Bon, c'est une semaine chez Zach, on les salue aussi. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il y a une DA derrière? On va pas spoiler parce que... Est-ce qu'il y a un plan derrière? Est-ce qu'il y a un plan derrière? Je peux pas en dire plus. Pour un podcast, on veut pas en dire plus. Tu nous laisses sur la fin, les gars. Je vous invite à regarder sur leur feed Instagram. Ça va être très, très lourd. Elle est incroyable. Donc, on innove aussi aujourd'hui par cette compréhension d'une chose. Sagil, c'est le marketing, l'expérience client, au-delà même du produit. Votre produit, il est bon. Tu l'as dit, il fallait un poulet. On sait qu'aujourd'hui, les tensions sur le poulet, les différentes crises pour le sortir en qualitatif et aussi en prix, parce que je rappelle, et en quantité. Derrière, les sauces, aussi, c'est un sujet. Et enfin, avec tout ce mix-là, il faut que les gens y viennent. Dans un marché ultra concurrentiel. Et là, l'innovation se fait par le marketing. Donc, 3 piliers. Est-ce que t'en vois d'autres, toi, les clés de la réussite oui. des anciennes? Je t'en prie. Moi, le pilier principal, c'est les opérations. L'opérationnel, c'est numéro 1 parce que c'est ce qui permet de créer la rentabilité. C'est aussi et surtout ce qui va te permettre de créer de la qualité. Donc, à être fort opérationnel, c'est la base. En fait, on parle de marketing, de tout plein de choses. Mais si tu sais avoir un bon produit de manière constante, tu as déjà posé une bonne base. Parce qu'on sait, dans la restauration, la plus grande des difficultés, c'est la stabilité de ta qualité. Parce que, on a des enjeux de ressources humaines qui sont assez complexes. Donc, première base, les opérations. Est-ce que je sais sortir un produit de qualité de manière régulière, toute l'année, tout le temps? Un concept, Nash, ça vaut combien en termes d'investissement? Parce que je sais pas, j'ai quelques petites monnaies là sur le côté, je me suis dit pourquoi pas, votre DA m'a plu, j'ai envie de mettre un billet, ce serait quoi? Aujourd'hui, à partir de 150 000 euros, on est capable d'ouvrir un Nash. Une surface de quoi? 80, 100? Ouais, c'est ça, exactement. Une trentaine de places assises, c'est à peu près la config? Ouais, c'est ça. Ok, et de la place dispo dans les territoires France ou Pour l'instant, ça va. Ça va. Il y a un peu de dispo. Après, on cherche toujours les meilleurs emplacements parce que sur le long terme, toujours du 1 bis quoi. C'est ce qui va primer. Ça va nous coûter cher. Mais il y a encore de la place. Et du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi un bon franchisé pour toi? Un bon franchisé, c'est quelqu'un qui sait opérer, donc quelqu'un qui sait gérer une boutique, donc former ses équipes, fédérer des personnes autour de lui. Déjà restaurateur ou pas? Pas forcément, mais c'est vrai que les restaurateurs, ils ont cette chance de savoir aller plus vite. Donc parce qu'ils ont une certaine expérience. Donc nous, on aime bien les restaurateurs, on aime bien les multifranchisés aussi, parce que ils ont justement cette expérience d'opérateur. Donc ouais, un bon franchisé, c'est quelqu'un surtout qui sait opérer un restaurant, qui sait avoir des équipes, respecter les process, qui a une vision aussi marketing, qui comprend les enjeux marketing, qui sait pourquoi on doit dépenser un budget marketing et voilà, qui sait faire évoluer un point de vente. Et t'as déjà refusé un franchisé qui avait l'argent, qui avait l'emplacement? Oui. Et oui, pourquoi? Parce que par expérience, et ça nous est arrivé, on a eu des franchisés avec qui on s'est séparés, ou avec qui on a arrêté de travailler. Et en fait, c'est beaucoup une question de vision. La franchise, c'est une sorte d'association. Parce que pendant 7 ans, on va travailler de manière régulière ensemble. Et si on n'a pas la même vision au travail, si on n'a pas les mêmes objectifs, on va aller chacun de son côté et à un moment ou à un autre, ça cassera. Donc mieux vaut ne pas y aller dès le début plutôt que d'attendre ce moment où la fracture sera difficile. Chef, faut passer au dessert. Du coup, on a commencé à avoir une petite note sucrée dans la bouche. T'es au salon de la franchise. T'as dit 10 restaurants propres, 10 qui vont ouvrir. C'est quoi pour toi l'objectif de ce salon? Combien de franchisés tu vas avoir? On n'a pas réellement d'objectif aujourd'hui sur ce salon, dans le sens où nous on a cette chance de profiter d'une certaine notoriété. Et on cherche un développement qui est sain. On a cette chance aussi de l'avoir vu parce qu'on a plein de réseaux qui ont existé avant nous. On a vu des réseaux qui sont montés et puis qui redescendent. Et pourquoi? C'est parce que peut-être que c'est pas les bonnes personnes qui ont été choisies,
veulent aller trop vite. Voilà, exactement, aller trop vite. Moi, j'ai cette chance-là où voilà, on est déjà là, on est là depuis un certain temps et on a encore du temps devant nous. Donc, on n'est pas forcément hyper pressé. On cherche de la qualité, on cherche des gens qui savent aller chercher des bons emplacements, qui savent être des bons opérateurs. Et ça se trouve pas à partir d'un seul salon, quoi. C'est un travail de long terme. C'est un travail de relationnel aussi. Exactement. Il faut gagner la confiance des gens, enfin que les gens, comment dire, que tu aies confiance en les gens avec qui tu travailles, et ça se fait sur le long terme. Et du coup là, franchise, côté Boulaize, est-ce que vous avez des projets un peu? Côté Boulaize, on fait se développer aussi. L'objectif, c'est d'ouvrir d'autres entrepôts dans des grosses villes de France. On maillait tout le territoire. Donc, ouais, il y a des objectifs. Et c'est un enjeu de développement aussi pour la marque Nash, étant donné que vous fournissez vous-même. Enfin, du coup, vous devez avancer sur les deux terrains en même temps pour pouvoir mailler le territoire. Aujourd'hui, on sait livrer toute la France. Donc, avec Boulaize. Et aujourd'hui, on a des franchisés à Toulouse, à Saint-Étienne, à Roubaix. Et ils sont approvisionnés par Boulaize. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de réussir à mailler le territoire et avec Nash et avec Boulaize. Et à quand Nash sur l'international? Écoute, à Londres, retour aux sources. Londres, ça serait un rêve. Ah ouais? Franchement, Londres, ça serait un rêve. Parce que je l'aurais vu au Maroc directement déjà. Londres, c'est un marché tellement concurrentiel au niveau du poulet frit que réussir à implanter une marque de poulet frit là-bas. Autant aller aux États-Unis, au Texas, frère. Magnifique. Ouais, moi, Londres, c'est particulier. J'ai un attachement particulier pour. Mais tu voudrais en faire un là-bas? Ouais, ça serait. Au moins ça serait un défi. Ouais, ça serait un vrai challenge. Londres, c'est un vrai challenge. The King of the London Nashitos. Ok, top. On s'amuse bien. Ouais. La marque, elle est belle. La DA, elle est incroyable. Un salon aujourd'hui. Le développement est là. Ouais, le développement est là. Maintenant, s'il y avait des choses à refaire, mieux. Quels sont les conseils? Parce que finalement, on est là pour ça aussi. Ouais, l'addition, que toi, tu ramènes. Il même pas parlé de son développement, tu veux ramener l'addition, t'es dur. Ouais, frère, c'est une borne. Tu as une borne. L'addition, il la paie direct. Donc, c'est quoi les conseils, en fait? C'est ça. C'est quoi les conseils qu'on pourrait donner sur les erreurs que lui, il a faites, qu'il voudrait partager à nos chers entrepreneurs de la food pour pas réitérer? Ou même pas forcément les erreurs, les bonnes décisions que t'as pu prendre au bon moment et tu te dis, ouais, à ce moment-là, heureusement que j'ai pris cette décision, même si sur le coup, c'était pas forcément évident sur le coup, mais qu'après coup, tu dis, ouais, là, j'ai pris la bonne décision. En fait, je pense que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de se focaliser sur les bonnes choses au bon moment. Tu vois, quand t'es entrepreneur, t'as tellement de choses à gérer, tu vas facilement être submergé par des choses qui auront aucun impact sur ton business. Et à chaque moment, il y a certaines choses qui vont avoir beaucoup plus d'impact que d'autres. Je te prends notre exemple. À un moment, il fallait qu'on se concentre sur le produit plus que sur le marketing. Parce qu'il fallait avoir une base solide. Mais si tu te concentres que sur le produit trop longtemps, ça fait pas non plus vendre autant que le marketing. Et par exemple, nous, ça a été peut-être une des erreurs qu'on a faites. C'est qu'on est très longtemps resté concentré sur le produit en se disant c'est le produit qui va attirer les clients. Parce que si le produit est bon, les clients vont rester. Mais on a négligé le marketing parce que l'impact du marketing est 100 fois plus puissant que l'impact du produit. Là, tu parles des années de ton père ou... Non, je te parle de là, il y a quelques années, il y a 3 à 4 ans. Super conseil. Je crois que en fait, la logique, c'est deux pieds. C'est-à-dire que l'un fait arriver la clientèle, le marketing, ils ouvrent ta porte parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux, etc. Et l'autre fait revenir. Donc, ton conseil, c'est, les gars, faut marcher sur les deux. Faut marcher sur les deux pour pouvoir, en fait, avancer sereinement. Exactement. Un dernier conseil, les amis? C'est à... lui Ouais, à part ça... En tout cas, c'est le principal. Ouais. Je pense que l'équilibre entre le marketing et les produits, les opérations, et switcher aussi avec une activité restaurateur et franchiseur, je pense que si ça demande aussi une structuration qui est pas évidente du jour au lendemain. On en parle souvent, mais s'entourer, c'est ce qui permet d'y arriver. Aujourd'hui, Nash, c'est une équipe. Je suis vraiment pas seul. On a plus de 10 personnes qui sont là. C'est aussi grâce à eux, quoi. Si on en est là, et s'entourer de compétences. Bon, ça, c'est le plus difficile quand on commence. On arrive facilement à s'entourer de personnes qui vont travailler. Mais s'entourer de gens compétents qui vont apporter des choses que vous n'êtes pas capable de faire, ça c'est important. Allez, super les amis, aujourd'hui on était avec Nash, avec Sagil, représentant de cette belle marque qui a un fort potentiel au sein du salon de la street food. Merci à toi d'avoir partagé ce moment incroyable avec nous. Merci beaucoup Sagil, et
comme veut la tradition, il faudra qu'on passe manger chez toi avec Ah, mon frère. frère. La dernière fois, je voulais venir, mon petit frère m'a envoyé, il y avait une queue, j'ai dit non, c'est pas possible. Bon, tu nous préviens les jours où il y a une queue de 30 mètres, c'est tout, ça va. Vous êtes les bienvenus, vous m'appelez. Allez, merci à toi, Sagil, à très vite. Merci. Allez, À bientôt. bye bye. Au revoir.